Le point principal de notre conseil ce soir, c'est notre débat d'orientation budgétaire 2021. Donc, Audrey va pouvoir vous le détailler. Donc ce débat, alors vous avez sur table la présentation qu'on l'aurait pu projeter, reprend évidemment les grandes lignes qui vous ont été présentées en commission dans le rapport d'orientation budgétaire. Le but de ce débat, c'est rapidement de vous décrire le contexte économique actuel, les impacts pour les collectivités, et puis après des éléments de rétrospective de la commune, de vous expliquer les orientations budgétaires en réflexion pour le budget 2021. Vous avez les éléments dans le document, je ne vais pas revenir dessus, juste vous rappeler que au niveau mondial, forcément, le 2020 a été une année particulièrement éprouvante, que ce soit pour les personnes évidemment, mais évidemment aussi pour l'économie, avec des dettes records, des PIB qui sont en diminution, du déficit qui augmente, et puis des dettes publiques qui frôlent des records également. Pour les collectivités, l'enjeu a été particulièrement compliqué pour définir notamment la loi de finances. Elle a été revue plusieurs fois avant d'être votée. Les principaux enjeux pour les collectivités, c'est déjà de parachever la suppression de la taxe d'habitation. C'est un point évidemment que les collectivités et les communes garderont à l'œil, puisque c'est une de nos recettes importantes, donc on sera vigilant évidemment. Au niveau des taux, on a une stabilité de la dotation globale de fonctionnement, des chantiers qui se mettent en place, l'automatisation de la FCTVA, et puis un grand plan de relance mis en place par l'État en lien avec les collectivités de plus de 100 milliards d'euros. Alors, quelques éléments de rétrospective pour la commune. Ça, c'est pour vous donner l'impact justement de cette crise sanitaire dans le budget. C'est un résumé, mais les pertes de recettes qui sont liées principalement à la crise, c'est 230 000 euros pour notre commune. Et les dépenses supplémentaires qui sont également liées au Covid, c'est 50 000 euros. Évidemment, sur la même période, il y a des choses qui n'ont pas eu lieu, des événements, des moments de convivialité organisés par la commune, enfin voilà, les fêtes traditionnelles. Et puis, dans nos services, quand il n'y a pas de cantine, il n'y a évidemment pas d'achat également. Donc il y a eu des économies quand même de réaliser pendant la même période, 260 000 euros. Après, si on fait la balance entre les deux, eh bien, la crise sanitaire, elle a quand même pesé pour 120 000 euros dans le budget de Boeil sur 2020. On vous a remis en dessous le détail, je ne vais pas vous le réexpliquer, le détail des principaux postes des dépenses de fonctionnement avec un comparatif sur 3 ans pour que vous puissiez voir l'évolution. Au niveau des orientations budgétaires pour 2021, concrètement, c'est la préparation d'un budget de crise, un budget inédit avec beaucoup de choses à réétudier, à se re-questionner. Alors, si on fait un zoom sur les recettes de fonctionnement, premier point, là, on l'a voté au dernier conseil, une augmentation des tarifs de la commune limitée à 2% en moyenne. Un choix fort de laisser à niveau constant les produits de service par rapport à l'exécution budgétaire 2020 pour justement avoir une gestion prudente et qui tire les enseignements de 2020. La dotation globale de fonctionnement, donc, qui est en diminution depuis 2009, elle atteint aujourd'hui 700 000 euros dans nos recettes. La dotation de solidarité communautaire, donc là, elle est évaluée à une évolution à plus 1,5%. Et la fiscalité locale qui, après 13 ans de stabilité et dans un contexte actuel, une étude est actuellement menée pour envisager une révision des taux. Sur les dépenses de fonctionnement, les marqueurs principaux de la commune, c'est forcément les charges de personnel. Donc là, déjà, une première orientation, c'est de maintenir, voire diminuer les crédits de remplacement des personnels absents et occasionnels. Le point d'indice, évidemment, n'est pas augmenté, ça c'est national. Sur les dépenses à caractère général, le principe retenu, c'est vraiment un gel de ces dépenses, ce qui implique pour les services, la mise en œuvre d'un plan d'économie de fonctionnement important.
On sera forcément impacté cette année par les pénalités SRU qu'on ne pourra pas gommer, qui impacteront les dépenses de fonctionnement à 90 000 €. Et puis l'intégration du CIVOM, notamment de la dette du CIVOM dans la commune, fait qu'aujourd'hui l'encours de la ville est un peu augmenté. Et évidemment, on se projette aussi sur le nouvel emprunt pour le groupe scolaire qui sera réalisé pour partie en 2021. Alors si justement on regarde le focus de la dette, le petit graphique qui est joint vous permet de voir, alors il est à améliorer puisque les éléments du nouvel emprunt ne sont pas encore intégralement validés, mais concrètement, le orange devant, c'est notre dette actuelle. Le bleu, les petites colonnes bleues, c'est les différents tirages que l'on pourra faire pour le groupe scolaire. Et derrière, c'est une projection perfectible de l'encours de la dette qu'il pourrait être après l'emprunt. Alors c'est maximum, puisque dedans n'apparaît pas le remboursement de cette nouvelle dette, qui fera forcément diminuer plus rapidement que ce qui est sur ce graphique. Un élément qui est quand même intéressant, c'est que l'encours de la dette au 31 décembre sur la ville, il est à 2 931 603 €. Et le ratio qui est suivi, c'est le ratio d'endettement par habitant. On est à 365 € d'endettement par habitant sur Boueil, alors que sur une commune de notre taille, la norme, la moyenne, c'est 846 € par habitant. C'est vrai qu'on est peu endetté aujourd'hui. Alors, les quelques éléments de programmation d'investissement de la commune. Donc là, on vous a mis pour information le montant moyen qui a été investi chaque année par la commune pour les investissements. On est à 1 415 000 € de moyenne. Pour 2021, les projets qui sont récurrents, c'est tout le temps les mêmes, évidemment, l'entretien du patrimoine bâti, le renouvellement de matériel pour faire face à l'obsolescence des équipements. Les projets qui seront en phase d'étude, ce sera l'étude de la maîtrise d'œuvre liée à l'extension de la médiathèque et de ses abords, une étude urbaine portant sur le cœur du bourg et un schéma directeur des plantations notamment. Et puis évidemment, les grands projets à engager, le parking ouest de la Mévelière qui a commencé, et puis le nouveau groupe scolaire qui sera forcément l'élément principal des investissements. En conclusion, la ville va poursuivre et accentuer encore les efforts de gestion. Le contexte sanitaire, il est forcément contraint et puis incertain. Face à la nécessité de toujours améliorer le service rendu ainsi qu'aux conséquences sociales et économiques à court et moyen terme de la crise, la voie qui se dessine implique une démarche beaucoup plus avancée de recherche d'économie, d'optimisation des dépenses et de globalisation des achats. Dès le début 2021, les choses doivent aller très vite sur ces éléments-là. Merci. Cette présentation très synthétique et donc qui ouvre la place au débat si quelqu'un souhaite intervenir. Je vois Monsieur Épervier. Oui. Prêt. Comme d'habitude pour le... Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, au nom de nous tous, bienvenue à notre nouvelle directrice. Ça nous fait plaisir de voir les services se renforcer. Et c'est un peu ce que je voulais dire en préambule à notre adjoint aux finances. L'exercice de mettre en forme ce rapport d'orientation budgétaire n'a pas dû être aisé à réaliser avec la crise sanitaire que nous traversons. Je pense. Et les perturbations dans les services administratifs de la commune ont sans doute rajouté une difficulté supplémentaire. D'autre part, je m'étais fait l'écho, notre groupe avait... Les années précédentes, on avait en gros un copier-coller de l'année précédente. On changeait quelques chiffres. Il y a même des fois, on oubliait de les changer. Donc, nous apprécions particulièrement l'effort qui a été fait cette année. Ceci étant, et vous le rappelez dans votre préambule, le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle dans la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative au sein de notre Conseil en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière préalablement au vote du budget primitif qui aura sans doute lieu lors du prochain Conseil.
Je vais aborder quelques points. Comme vous, je vais essayer d'être synthétique et de faire quelques focus. Je pense que nous reviendrons notamment sur les budgets, sur des choses beaucoup plus précises et qui, là, par rapport à là, seront beaucoup plus chiffrées et on n'aura pas les grandes tendances. Les dépenses de fonctionnement. Comme vous, nous savons que les charges à caractère général évoluent certes en fonction de l'évolution des prix de matières premières et des fournitures, mais aussi en fonction des nouveaux équipements et des services à la population. Plus il y a de population, plus il faut de services. C'est mathématique. Toutefois, alors que depuis longtemps, on sait que les dotations diminuent, avant même la crise sanitaire, nous estimons que si, globalement, à Boye, la qualité de service rendu aux usagers est correcte, vous voyez, on n'est pas toujours négatif, on s'en fout. Nous estimons par contre que les efforts consentis par notre majorité municipale pour diminuer les charges de fonctionnement ont été insuffisantes et nous semblent, là aussi, être sur une trajectoire insuffisante. Alors que beaucoup de communes, dans les années passées, tout en maintenant une qualité de service optimale, ont réussi à diminuer les charges de fonctionnement, la commune les a régulièrement augmentées et on verra en 2021, mais je crains qu'il y ait encore une petite augmentation. Les charges de personnel sont certes en augmentation, comme chaque année, c'est normal avec l'évolution du GVT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le glissement vieillesse-technicité. Et la poursuite de la mise en œuvre, là je vais peut-être faire une erreur, PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération. Non, c'est top. C'est bon. Mais la création de 2 postes prévus, 2, si je n'ai pas fait erreur, si j'ai bien lu, est-ce vraiment nécessaire dans ces périodes difficiles de crise? Ça, c'était pour les dépenses de financement et nous sommes inquiets. Les recettes de fonctionnement, évidemment, elles ne vont pas augmenter comme par miracle. À ce jour, en gros, les taxes d'habitation sont payées par 20% des Bosséens et les compensations me semblent être figées, sauf erreur de ma part, et elles ne vont pas augmenter. Nous avons, je rappelle, de plus en plus de Bosséens sur la commune, et là, les chiffres qui servent à l'établissement de la compensation sont figés. De plus, les taxes sur le foncier bâti et non bâti ne sont pas, elles, de nature à compenser de façon importante. Le taux est déjà élevé sur les communes de la même strate à peu près, et la valeur locative est plutôt basse. De plus, il est maintenant acté que les pertes de recettes subies en raison de la crise sanitaire vont de plus cette année dégrader les comptes. Nous le croyons fortement, partis pour subir un effet de ciseau de forte intensité, puisque les recettes seront limitées et que la commune ne parvient toujours pas à diminuer fortement les dépenses de fonctionnement. Vous souhaitez, dans votre conclusion, avoir une vigilance sur la limitation des dépenses. Ce qui serait souhaitable, nous semble-t-il, c'est une autre politique à mettre en œuvre. Ce n'est pas une limitation, mais il faut enfin s'engager à une diminution des dépenses de façon drastique. Des communes ont arrivé sur les 4 dernières années à baisser leurs dépenses de près de 8 à 10%. Pourquoi pas nous ? Mais le problème à Boye, c'est que vous ne cessez de vouloir augmenter la population sans voir les conséquences financières qui en découlent. Nous les connaissons pourtant toutes, tous et toutes. Augmentation de la population est synonyme d'augmentation des services. Aide au club de sport, école, on le voit bien chez nous, voirie, personnel, etc. Enfin, la dernière conséquence de cet effet de ciseau programmé, qui est de ne pas présenter un budget de fonctionnement fortement excédentaire, devient ipso facto la faiblesse de la capacité d'autofinancement et donc de faire face aux investissements nécessaires. Nous ne pourrons pas toujours vendre, comme nous l'avons fait ces dernières années, une partie de nos patrimoines, par exemple la pépinière, pour améliorer les comptes. Les bijoux de famille, quand ils ont été vendus une fois, c'est fini. Parlons des investissements.
Nous prenons acte de la commune de recourir à l'emprunt pour faire face à l'investissement du nouveau groupe scolaire Victor Hugo, qui s'appellera peut-être d'un autre nom d'ailleurs. Mais 2 observations. Première observation. Si nous ne contestons pas le principe de recourir à l'emprunt pour enrichir notre patrimoine, nous vous rappelons que si nous avions été écoutés il y a quelques années, nous aurions pu avoir un seul groupe scolaire à moindre coût global, plutôt que d'une part agrandir dans de mauvaises conditions Maris-Bastier avec un Algeco qui est resté plusieurs mois, voire années, et de construire aujourd'hui une nouvelle école aux Ormeaux. Nous ne serions donc pas obligés d'emprunter autant. Vous ne nous avez pas écoutés, vous avez voulu faire une autre politique, dont acte. La commune n'a eu de cesse que de diminuer l'autofinancement par une non-volonté de ne pas s'attaquer à la baisse des dépenses générales. Les conséquences pour l'investissement seront conséquentes. Oui, conséquentes. Enfin, et c'est votre conclusion, vous dites vouloir vous engager sur une démarche beaucoup plus avancée en optimisation des dépenses, dont acte. Mais devons-nous vous croire alors que nous n'avons cessé de vous mettre en garde sur la dérive des comptes? Vous avez toujours balayé d'un revers de main nos suggestions. Nous allons peut-être payer ces choix politiques dans les années à venir. Et une chose est certaine, ce n'est pas aux Bosséennes et aux Bosséens de payer par une augmentation peut-être des taxes foncières vos choix passés et à venir pour la commune. Être champion en apport de population et s'en féliciter apporte son lot de conséquences que nous allons sans doute toutes et tous payer au prix fort. Il me semble temps au cœur d'arrêter cette machine infernale de toujours plus de béton et toujours plus de population qui nous emmène dans le mur et de reprendre en main un développement maîtrisé pour le bien-être de la population. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux préciser, Audrey? Moi, je peux faire une petite précision sur les postes, parce que vous avez soulevé la question des postes. Je peux donner l'explication là-dessus, parce qu'on les a présentés d'ailleurs dans les conseils précédents. Alors c'est vrai qu'on peut dire 2 postes, mais dans la réalité, il n'y en a vraiment qu'un, parce que le deuxième, il existe déjà. C'est un contrat de poste de secrétariat administratif à la direction des services techniques. Donc en termes de coût, il est déjà dans le budget. Et là, on va vers un poste de titulaire. Je crois que le surcoût par rapport à ce que nous avons aujourd'hui sur une année, ça va être 7 000 €. Mais il y a un vrai besoin. Les 2 postes, en l'occurrence, sont centré sur la direction des services techniques, qui est, comme vous le savez, pour ceux qui suivent depuis quelques années, a été une direction qui a été, pendant plusieurs années, en difficulté. Effectivement, avec un sous-effectif. Donc là, il y a déjà un bon renfort au niveau de la direction de cette DST, mais il faut aller plus loin pour 3 raisons. Enfin, pour une raison qui fait que les actions de cette direction des services techniques, elle va vers 3 domaines. Les années précédentes, du fait des difficultés, du sous-effectif, nous avons pris du retard dans l'entretien d'un certain nombre de nos bâtiments. Donc aujourd'hui, là, je vois bien, c'est l'année 2020, nous avons commencé à purger ce retard. Il en reste encore. Donc il y a du retard pris par le sous-effectif. Le deuxième volet, c'est qu'il y a de l'entretien récurrent à faire. Une fois qu'on a récupéré le retard, il ne faut pas en reprendre d'autres. Donc il y a régulièrement des entretiens annuel à faire. Et puis le troisième volet, ce sont les nouveaux projets. Et nous ne sommes pas une équipe sans projet. Nous avons mis au débat au moment de l'élection municipale un certain nombre de projets qui vont nécessiter des suivis de chantier et ensuite de l'entretien récurrent. Donc, en prenant en compte ces éléments-là, on a imaginé, ça a été tout un travail qui a pris plusieurs mois avec le précédent directeur général des services, conforter cette direction des services techniques. Nous sommes très prudents, parce que autant le poste de secrétariat, je vous disais, il est déjà finalement en grande partie financé aujourd'hui, mais l'autre poste, lui, il n'existe pas. Nous sommes extrêmement prudents. Ce n'est pas un poste de titulaire ad vitam aeternam, c'est un poste de contrat de 3 ans. Alors, ça veut dire que la question pourra se reposer dans 3 ans. C'est une possibilité qui est offerte aux collectivités aujourd'hui de pouvoir proposer des postes. On pense qu'il y a un effort particulier en début de mandat pour structurer. Audrey a évoqué un certain nombre
de schémas directeurs à suivre. C'est au début de mandat qu'il faut les réaliser. La question de la médiathèque et de ses abords, c'est-à-dire l'arrière de la médiathèque, c'est maintenant. L'école, c'est maintenant. Donc c'est vraiment durant les 3 années qui sont devant nous qu'il faut renforcer. Est-ce qu'il faudra continuer après? Nous ferons le point. On partagera avec vous, bien sûr, s'il y a nécessité de poursuivre. Mais voilà, c'est une démarche prudentielle de se dire on ne crée pas de poste, on crée un contrat de 3 ans. C'est un élément de réponse que je voulais vous apporter sur la question des postes. Et ça va de pair avec la volonté d'avoir au maximum un service public de qualité. Et notre direction des services techniques, j'assume, ces dernières années a vraiment été en difficulté. Et il était grand temps que nous la renforcions. Ça va mieux, mais voilà, il faut continuer ce travail de consolidation. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Jacques, peut-être juste sur l'emprunt. Vous indiquez l'autofinancement. C'est vrai que la bonne gestion de mon prédécesseur sur l'emprunt fait qu'on est une commune très peu endettée aujourd'hui. Le fait d'emprunter pour cette école, qui est plutôt un acte de gestion intéressante dans le contexte actuel des taux, fait que ça n'empêchera pas d'utiliser l'autofinancement que l'on dégage chaque année pour continuer justement tous ces autres projets indispensables à la commune, d'où le choix de faire un emprunt pour ce groupe scolaire. Je voulais apporter des éléments de réponse aussi sur l'école. J'ai un peu de regrets là. Un qui concerne l'intervention de M. Épervier. Vous revenez avec cette idée de faire un seul groupe scolaire public à Boueil. Donc, vous savez que nous avons pratiquement 25 classes sur l'ensemble des 2 écoles. On imagine le monstre qu'est un groupe scolaire de 25 classes. Alors à la fois pour le travail qui se fait avec les enfants, et ça c'est un enseignant qui vous le dit, il y a une taille où si pour un lycée, c'est pas un problème pour un lycée d'avoir 1000, 1300 élèves. Pour une école primaire, c'est une taille qui favorise beaucoup de choses en termes d'anonymat, de brassage qui ne sont pas qualitatifs pour les enfants. Donc je n'ai pas beaucoup d'exemples, je veux bien qu'on m'en donne, de groupes scolaires. Alors, je crois qu'on peut en chercher peut-être sur Saint-Nazaire, mais justement, il faut voir les difficultés qu'on peut voir après dans des groupes aussi monstrueux, de groupes scolaires sur l'agglomération nantaise de primaire et maternelle de 25 classes. Ça, c'est pour l'école. Mais vous voyez aujourd'hui, quand vous allez emmener, accompagner les enfants, la difficulté aussi aux abords. Déjà à Maristes-Bastier, qui n'a que 6 classes en maternelle et 14, donc une vingtaine de classes. Déjà, on voit ce que ça donne aux abords, le trafic automobile. Alors, si on gonflait encore plus, je vous dis une bêtise, c'est 28. Parce que s'il y a 20 classes sur Maristes-Bastier, plus 8 à Victor Hugo, ça fait 28. Et le futur groupe a prévu une possibilité de 3-4 classes supplémentaires. Donc, une trentaine. Imaginons un groupe avec 30 classes et ce que ça générait en termes de trafic. C'est que tout notre projet repose justement sur l'idée de rapprocher les habitants de leur école primaire et maternelle pour limiter les déplacements automobiles. Donc moi, j'assume complètement ce choix-là, d'avoir vraiment opté pour la construction d'un nouveau groupe scolaire, d'autant plus qu'il y aura un effet qui se coule à ce choix, c'est-à-dire que l'ancienne école Victor Hugo ne sera pas rasée, ne se fera pas l'objet non plus d'un projet immobilier avec de nouveaux habitants qui vous inquiètent, mais fera l'objet d'un projet attendu par un certain nombre d'associations culturelles. Nous n'avons pas aujourd'hui une véritable synergie. Je sais que mon collègue, je le cherche, Régis, va travailler sur cette question d'un espace associatif culturel qui nous manque aujourd'hui à Boueil. Donc, finalement, on va réemployer ces bâtiments. C'est pas inintéressant dans notre esprit. Voilà. Donc ça, c'est mon regret, c'est que on n'ait pas réussi à vous convaincre en fait du bien fondé de ce deuxième groupe scolaire public. Et un regret vis-à-vis de notre groupe. Ben oui, c'est vrai, nous n'avons pas prévu, quand nous avions voté le budget primitif 2020, nous n'avions pas prévu le Covid fin janvier. Ça, je le regrette forcément. Mais oui, mais parce que quand on fera l'analyse des comptes qui est au moment du budget, vous allez regarder avec attention le réalisé. Bon, Audrey nous a donné les éléments principaux qui déséquilibrent notre budget. Bon,
je discute quand même avec mes collègues maires de l'agglomération, c'est terrible partout. Et dans beaucoup de situations, on n'avait jamais connu des déficits à ce niveau-là. Voilà, l'année, elle est exceptionnelle. L'année 2020, nous n'en savons pas non plus tout, puisque nous ne sommes qu'à la mi-février. Donc il faut absolument que notre budget 2021 soit prudent dans toutes ces lignes, y compris en fonctionnement, y compris en investissement. Il faut qu'on soit extrêmement mesuré en investissement. Et il faut qu'on se pose la question des recettes également. Enfin, sur tous les indicateurs d'un budget, on doit travailler. Et nous souscrivons pleinement à la proposition qui est faite de travailler un plan d'économie en fonctionnement. Donc là, je pense qu'on se rejoint. Et il ne faut pas que ce soit juste des mots. Et je prends l'engagement que nous mettrons des lignes avec des chiffres. Et ceci pourra être représenté en commission ou au conseil. Que vraiment, qu'on puisse voir c'est quoi un plan d'économie de fonctionnement. On parle de combien? De dizaines, de centaines, de milliers d'euros. Qu'on puisse vraiment le mesurer. Ça, j'ai souhaité qu'on travaille de cette façon-là, que ce ne soit pas des phrases en l'air, mais qu'on revienne devant les élus intéressés par la question pour montrer ce qui va être fait cette année 2021. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions à ce stade du débat. Eh bien, s'il n'y en a pas d'autres, parce qu'il n'y a pas de vote sur un débat d'orientation budgétaire, nous prenons acte que le débat 2021 s'est tenu sur les bases d'un rapport spécialement établi qui vous a été remis en annexe. Là, je remercie l'intérim. Vous l'avez souligné, la situation a été difficile, parce qu'en plus, l'intérim du DGS s'est trouvé elle-même en situation d'arrêt. Donc c'était assez compliqué et c'est notre directeur des services techniques qui avait aussi quelques compétences en la matière qui a réalisé ce rapport d'orientation budgétaire. Donc j'en profite pour le remercier également, Monsieur Sirodo.